Ce qu'on n'avait pas prévu non plus, c'est le retour des Américains en Europe sur la question du nucléaire. Alors écoutez, avant d'y revenir, parce qu'on a des informations à vous donner ce soir qui posent question. Disons les choses très clairement. Juste avant d'en parler, écoutez le chancelier allemand. En ce qui concerne le bouclier nucléaire, je crois avant tout que nous devons tout mettre en œuvre pour maintenir la participation des États-Unis dans les années, voire les décennies à venir. Cela ne signifie pas que la partie européenne ne puisse pas également discuter de la manière dont nous pouvons organiser une protection nucléaire appropriée pour notre territoire à moyen et à long terme. Mais jusqu'à présent, j'ai seulement accepté la proposition de la France de discuter sereinement de cette question. Voilà, ça c'était le 1er juillet dernier. Vous vous souvenez tous que la France et le Royaume-Uni ont discuté aussi d'éventuelles coopérations en cas d'attaque. Alors on appelle ça de la dissuasion, c'est-à-dire on fait savoir à l'ennemi qu'on est prêt à travailler ensemble si les choses devenaient incontrôlables. Eh bien on apprend que les États-Unis auraient livré des armes nucléaires en Angleterre pour la première fois depuis plus d'une décennie. Alors ce sont des armes nucléaires tactiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez peut-être, les Britanniques ne possèdent que de sous-marins nucléaires pour pouvoir utiliser leurs armes nucléaires. Voilà, et bien là, il semblerait que les États-Unis aient aussi fourni les avions pour ce type d'armes qui serait désormais donc en Grande-Bretagne. Alors, on reste prudent évidemment parce qu'il y a une part de mystère dans tout cela, mais ce que cela voudrait dire, c'est que la Grande-Bretagne est en train de renforcer ses capacités nucléaires pour être, disons, à une échelle similaire de la France. On va prendre tout ça dans l'ordre, si vous le voulez bien. D'abord, quand on parle d'armes nucléaires tactiques, de quoi parle-t-on? Qui peut répondre à cette question? Il y a la première fois, vous savez, oui, pardon. Je ne peux pas répondre pour la France, en tout cas. Vous répondrez pour la France, parce que ça nous intéresse évidemment. Nous n'avons pas vraiment de bombes nucléaires tactiques, mais nous avons des bombes moins importantes que les bombes H qui sont tirées des sous-marins. Nous avons abandonné les fusées du plateau d'Alpillon, c'était la troisième partie de cette triade, mais nous avons donc un binôme. Nous avons les Rafales porteurs d'une bombe nucléaire, et celle-là, c'est ce qu'on appelle la bombe du dernier avertissement. C'est-à-dire, attention, n'allez pas plus loin, parce que sinon on peut utiliser les bombes H, donc avec une énorme puissance, qui sont dans nos sous-marins. Ce ne sont pas vraiment des bombes tactiques, alors que les Russes, je parle là sous le contrôle de Sergueï, ont des bombes de 10 kilotonnes. Hiroshima, c'était 15 kilotonnes, même moins, visiblement, tu vas le dire. Des bombes de 10 kilotonnes qui peuvent aller sur le théâtre tactique, c'est-à-dire, par exemple, les Russes pourraient bombarder la partie de la Pologne, l'endroit de la frontière polonaise, ou surtout, disons, ukrainienne. D'abord, ils bombarderaient en Ukraine, pas en Pologne, mais d'où passent toutes les armes américaines et autres venant de la Pologne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permettrait de les camps de transit, ils pourraient bombarder par une bombe tactique les camps de transit qui se trouvent à l'ouest de l'Ukraine et qui reçoivent toutes les armes occidentales arrivant de la Pologne. On comprend que le nucléaire tactique, c'est un nucléaire ciblant, c'est-à-dire une petite puissance, si j'ose dire, parce que, encore une fois, on est proche de quelque chose de très puissant. Il y a deux éléments. Donc le premier élément, c'est la puissance. Donc en fait, c'est la puissance qui est en deçà de la bombe qu'on connaît de Hiroshima et Nagasaki, respectivement 15 et 20 kilotonnes à cette époque-là. Donc c'est moins que ça. Les Russes ont des armes nucléaires qui sont entre 1 et 3 kilotonnes, qui sont très petites. Deuxièmement, c'est le niveau de prise de décision. Ça veut dire que quand la guerre éclate, en fait, les Russes ont la possibilité d'abaisser la prise d'utilisation de ces armes jusqu'au général de division. Ça veut dire très bas. Ça veut dire que c'est un groupement tactique, enfin un groupement sur le terrain qui va jusqu'à 15 000 personnes, 20 000 personnes en temps de guerre, et c'est le commandant de 20 000 personnes qui décide s'il utilise ça sur son front, sa petite fraction de front, sans demander l'autorisation au quartier général ou à Poutine.
Et donc ça, c'est quelque chose qui dépasse vraiment les plans normalement constitués dans d'autres États pour lesquels... Vous êtes en train de nous dire, je vais essayer de traduire ça simplement, un général qui aurait perdu la tête en Russie pourrait tout à fait décider d'utiliser une arme nucléaire. C'est ça le problème. Non, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, il y a une préautorisation politique. Il y a une préautorisation politique. Et ensuite, il y a une délégation de la décision d'emploi au commandant sur le terrain, parce que quand on dit arme nucléaire tactique, ça veut dire arme nucléaire du champ de bataille. Et donc, il faut être en mesure de cibler en boucle courte, c'est-à-dire en délai contraint, pour que la cible qui apparaît, je dirais, à la vue du général, ne disparaisse pas avant qu'on ait le temps de la frapper. Je précise que pendant la guerre froide, la doctrine d'emploi des armes nucléaires tactiques de l'OTAN était exactement la même que celle que vient de décrire Sergueï, c'est-à-dire une préautorisation politique et ensuite une délégation de l'emploi à des échelons tactiques assez bas. Parce que nous Français, nous en avions. Moi, quand j'ai fait mon service militaire, nous en avions. Ça s'appelait des plutons. Mais ces régiments plutons ont été dissous, absolument. Et aujourd'hui, la différence entre la Russie et l'OTAN, c'est que les armes nucléaires de l'OTAN sont toutes américaines. Donc l'autorisation vient du président des États-Unis. Ensuite, elle est déléguée au commandant suprême des forces alliées en Europe, le SACEUR, donc qui est aussi un général américain. Donc les Américains gardent la maîtrise. Et comme ce sont uniquement des armes aériennes, ensuite c'est aux forces aériennes d'utiliser ces éléments-là. Chez les Russes, comme il y a aussi des missiles sol-sol, effectivement, des unités des forces terrestres peuvent être amenées à les déployer. On est dans un cas d'emploi un petit peu. Il y a même juste un petit détail. Les Russes ont développé aussi les armes nucléaires qui sont portées par les projectiles d'artillerie. Oui, les Américains aussi, dans les années 50, on l'a tous fait. Ça veut dire en fait qu'ils sont projetés à 40 km à peu près, puisque une explosion de 3 kilotonnes ou d'1 kilotonne, vous vous souvenez de l'explosion d'AZF en France ? C'est à peu près ça. Oui. Ça veut dire que c'est un territoire qui est très petit, relativement peu de dégâts. Donc ça règle un problème, par exemple, de groupement mécanisé quelque part sur le champ de bataille, sans contaminer en fait un énorme territoire autour. Quand Sergueï dit ça règle un problème, ça veut dire ça le détruit. Je traduis. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Je vais vous poser moi une question toute bête, parce qu'il faut qu'on avance quand même un peu. Pourquoi est-ce que ce qui est en train d'être annoncé arrive ? C'est-à-dire que les États-Unis aident la Grande-Bretagne à renforcer son arsenal nucléaire, ou que les États-Unis réinstallent, je ne sais pas comment on peut voir ça, d'ailleurs vous allez peut-être nous le dire, son arsenal nucléaire, j'allais presque dire en Europe, on n'est plus sur les Pershing SS-20, mais en Grande-Bretagne en tout cas. Alors d'abord, il y a quand même un peu une panique des Européens, surtout ceux qui étaient les plus atlantistes et qui effectivement font tout pour que les Américains restent en Europe et déploient des armes nucléaires en Europe. Alors les Britanniques, eux, ont une situation un peu particulière. Ils ne sont plus dans l'Union européenne et ils ont toujours dit ce qu'ils avaient répondu à Churchill, entre l'Union européenne, enfin entre le continent et le grand large, on choisira toujours le grand large. Donc il y a ce lien indéfectible, et surtout de leur côté, d'ailleurs plus que du côté américain, avec Washington. Ils n'ont pas d'indépendance, contrairement à la France. Il y a quand même une double clé, même sur les sous-marins, et a fortiori sur ces avions. Ce sont des avions américains, ce sont des bombes américaines. Est-ce qu'on est sûr de ça ? Parce que, pardon de vous interrompre, moi j'ai lu tout et son contraire là-dessus. Est-ce que les Britanniques ont véritablement besoin de l'aval, et quelle forme prend cet aval ? Parce que, pardon, quand on commence à réfléchir à utiliser une arme nucléaire sur le camarade, c'est que les choses vont mal. Donc, quelle forme prend cet aval, et est-ce que les Britanniques en ont véritablement besoin ? J'ai posé la question à l'ambassadrice de Grande-Bretagne il y a une semaine. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Alors, elle a d'abord essayé de ne pas répondre à la question, mais j'ai reposé ma question une deuxième fois. Nous étions quelques journalistes dans son salon. Elle a donc bien été obligée de répondre, parce qu'elle nous avait conviés. Elle a dit non. Le gouvernement de Sa Majesté n'a pas besoin, s'il y a effectivement une urgence vitale pour le Royaume-Uni, s'il y a une urgence vitale, n'a pas besoin de l'aval des États-Unis. J'en ai compris qu'effectivement, il y a eu une époque où, sans doute pour les fusées Polaris, il fallait 2 clés. Depuis, les fusées Polaris ont été remplacées par d'autres fusées, il y a eu d'autres choses, et donc j'en ai compris... Qui sont toujours américaines. Voilà, qui sont toujours américaines, mais que j'en ai compris qu'en cas de menace vitale sur les Royaumes-Unis, elles pouvaient
lancer ces fusées équipées de têtes nucléaires sans l'aval des États-Unis. On va revenir sur Lieberman. Ça, c'est la position du gouvernement britannique. C'est une position très officielle. J'ai été ambassadrice à Londres. C'est pour ça qu'on vous posait la question. J'ai entendu parler de ce débat. C'est que j'ai entendu les avis des uns et des autres. Et que les experts ne sont pas d'accord sur cette capacité des Britanniques à frapper sans l'accord des Américains. Alors, il y a eu effectivement un accord à Nassau qui dit qu'en cas de menace contre les intérêts vitaux, mais malgré tout, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a la position officielle du gouvernement qui se comprend. Si on veut être dissuasif, il vaut mieux montrer qu'on est indépendant. Mais ça n'a rien à voir avec la situation de réelle indépendance française. Bien sûr. Alors sur ces avions, c'est clair, là, il faut une double clé. Alors là, c'est des avions américains de toute façon. Tout est américain. Ce sont des avions américains avec des pilotes américains. La question se pose effectivement pour les sous-marins, mais c'est pas très clair parce que de toute façon, les Tridents, ils les louent aux Américains ou ils les achètent aux Américains. Et puis les accords de Nassau dont on a connu ce qu'ils contenaient remontent quand même à décembre 1962. Ce sont des accords stratégiques donc entre l'Angleterre et les États-Unis où l'Angleterre reprend effectivement cette politique qu'il avait à un moment abandonnée un Churchill un peu en colère dit à De Gaulle le 4 juin 1944 entre vous, les Européens, et le grand large. On préférera toujours le grand large. Puis Churchill a un peu changé d'avis après, il a aidé De Gaulle après. Les deux ne s'aimaient pas beaucoup non plus. Comment ? Les deux ne s'aimaient pas beaucoup non plus. Voilà. Enfin, ils s'aimaient, c'était de la passion, disons, entre les deux. Parce que les Anglais nous ont beaucoup aidés pour obtenir notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est sûr qu'à partir de Nassau, dont parlait Steve Lieberman, donc décembre 62, les Anglais choisissent délibérément les États-Unis contre l'Europe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à sa conférence de presse de janvier 63, le général de Gaulle met son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Avant de voir ce que ça change pour les Russes, qu'est-ce que ça change pour les Français et pour les Européens de manière générale que les Américains réinstallent leur armement ou une partie ou une forme d'armement nucléaire aussi près de nos côtes? À court terme, rien, puisqu'en réalité, il y a déjà des bases nucléaires américaines en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Turquie. Donc, des armes nucléaires déployées dans le cadre de l'OTAN, mises en œuvre soit par des moyens américains, comme c'est le cas pour l'instant sur ces armes en Grande-Bretagne. C'est bien des escadrons de chasse américains qui vont déployer les bombes pour l'instant. Les Britanniques vont acheter des F-35 qui déploieront la bombe B-61 américaine, mais ces avions ne sont pas encore en service. Donc, il y a une phase de transition. Il y a d'autres, on le voit sur la carte, il y a d'autres ogives nucléaires américaines dans le cadre de l'OTAN, mises en œuvre soit par les Américains, soit par les pays concernés. Les Allemands, c'est pour ça que les Allemands vont aussi acheter du F-35. Donc, à court terme, ça ne change rien. À moyen terme, ça change tout, parce qu'en réalité, ça signe un petit peu l'échec de l'initiative politique du président Macron de dire il nous faut un pilier européen de l'OTAN qui est finalement sa propre garantie nucléaire. Sous-entendu, ce sera une garantie nucléaire française. Les Britanniques et les Allemands, par la voix du chancelier Merz qu'on a entendu tout à l'heure, viennent de nous expliquer que, on est bien gentils, qu'ils parleront avec nous, mais qu'ils continueront de se mettre sous le parapluie nucléaire américain, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus confortable pour ces pays-là. Donc ça dissout les discussions qu'il y a eu entre Starmer ça dissout pas, mais ça les noie un petit peu. Oui, en d'autres termes, dès que les Américains donnent l'impression qu'ils vont partir, les Allemands, les Britanniques, les Polonais et d'autres dire on va faire un pilier effectivement européen de l'OTAN où on va avoir une défense européenne. Dès que les Américains donnent l'impression de revenir sur le continent européen, c'est le soulagement et c'est la priorité pour tous ces pays. Avant de venir vers vous en Ukraine, pour les Russes, qu'est-ce que ça change ? Pour les Russes, ça ne change rien. De toute façon, vous savez, les Russes possèdent 45% du potentiel nucléaire mondial, les Américains 45% autres. Donc en fait, les Russes méprisent et les Anglais et les Français. En gros, Poutine, quand il se prononce à chaque fois, en fait, il dit il me faut une grosse loupe pour regarder la puissance nucléaire française et britannique. Donc, ils sont très méprisants par rapport à ça. En gros, il y a autre chose, en fait, pour les Russes aussi.
dans le quartier général des forces armées, ils rigolent, parce que quand vous avez parlé de cette double clé, etc., pour les Russes, c'est vraiment de la rigolade, parce que plus vous perdez le temps à se téléphoner, qui appuie sur le bouton, qui décide quoi, plus vous perdez le temps. C'est pour ça qu'il n'y a que 2 dissuasions nucléaires qui sont crédibles dans le monde occidental, c'est l'américaine et la française. Parce qu'en réalité, le seul pays, à part les États-Unis, dans le bloc occidental, dans le monde occidental, qui ait cette capacité justement à réagir dans les délais et à infliger des dommages qui seraient extrêmement sévères à une puissance comme la Russie, c'est la France. Et la bonne nouvelle, c'est que la France, face à son allié le plus proche, c'est-à-dire l'Angleterre, qu'elle aime bien, elle a fait les accords de Lancaster House, des accords militaires avec l'Angleterre, et bien la France, qui est en avance sur le plan nucléaire, met à disposition des Anglais ces installations secrètes d'essais miniaturisés qui se trouvent en Bourgogne. Ce qui est aussi important, je pense, c'est au-delà de tout ce dont on a discuté, c'est le symbole, en fait, que les Américains sont de retour autrement. C'est-à-dire, on a vu les Américains un peu... surtout avec Trump, changement de posture par rapport à la Russie. On ne va pas essayer d'aller chercher Poutine, elle va vraiment calmer le jeu, sauf que ça n'a pas marché, manifestement, cette méthode-là. Et aujourd'hui, on voit la manière dont ils ont retourné un peu la rhétorique, et le fait qu'ils retournent, mais d'une manière très forte. Certes, ça reste américain, il y a double clé, mais ce n'est pas rien non plus dans la manière dont c'est perçu, c'est-à-dire que cette position de force, quand même, est là face à la Russie. La Russie qui, jusqu'aujourd'hui, ne veut pas non plus être trop belligérante contre les États-Unis, mais on voit que, de toute manière, regardez ça des yeux ukrainiens, on dirait que c'est important que les États-Unis restent dans l'OTAN et cette présence soit solide et crédible, parce que sans les États-Unis, l'OTAN, il n'est pas crédible, malheureusement, face à des Russes. Voilà, c'est un peu ce jeu-là qui est très très difficile à jouer, parce que d'un côté on peut comprendre qu'on veut renforcer le pilier européen de la défense de l'OTAN, mais en même temps on n'a pas les capacités aujourd'hui, on en a parlé largement, c'est-à-dire il faut investir massivement dans l'industrie de la défense, on n'en est pas là, même malgré vraiment une prise de conscience, surtout en France sur ce sujet-là, on est très très loin des chiffres qu'il faut vraiment mettre pour pouvoir y arriver. Et puis on peut les comprendre. Sylvie Bermann, pardon. Donald Trump, qui déteste l'Union européenne, il voit aussi un moyen de détacher le Royaume-Uni qui se rapprochait de l'Union européenne, précisément, absolument, en fournissant ses armes et en ayant cette relation spéciale. Et de même que dans sa guerre des droits de douane, qu'il appelle guerre des tarifs, il y a un accord avec le Royaume-Uni qui a été conclu très rapidement, alors que la menace 10%. Pèse toujours, absolument, et la menace pèse toujours sur les Européens. Donc c'est aussi un moyen d'éviter ce lien entre Paris et Londres, et puis Londres et l'Union européenne. Voilà, donc du coup, c'est pas contre Poutine, c'est contre l'Europe. Ou c'est pour de l'argent, parce qu'il faudrait peut-être à un moment ou à un autre ressortir nos calculettes, pardon, c'est un téléphone, mais ça fait aussi calculette, pour voir combien d'armes américaines sont en train, d'une manière ou d'une autre, d'arriver, 1, en Europe, 2, en Ukraine. On apprend par exemple aujourd'hui que les Allemands vont transférer 5 systèmes de missiles Patriot à l'Ukraine, ce qui est une très bonne chose pour le pays, ça va permettre de défendre des villes, mais ces systèmes de missiles, ils sont achetés par... C'est le calcul de Donald Trump qui fait une nouvelle confrontation, un nouvel conflit, en voulant le beurre et l'argent du beurre à la fois, avec aussi d'ailleurs le sourire de la crémière. Alors, le beurre, c'est effectivement les armes, arrêter le rival historique qui est la Russie. L'argent du beurre, c'est qu'en fait tout ça, c'est payé effectivement par les membres européens de l'OTAN. C'est-à-dire que les Allemands vont livrer leurs patriotes un peu usés, un peu vieux aux Ukrainiens. Ils vont en racheter à prix très élevé des nouveaux aux États-Unis, et c'est comme ça que ça marche. Et alors, le sourire de la crémière, c'est quoi?
eh bien, c'est le sourire des Danois ou de l'ancien Premier ministre hollandais Rutte, qui appelait Trump papa. Le Danois qui a pourtant été un peu piétiné par Trump, qui voulait lui arracher le Groenland, eh bien, il dit, c'est pas grave, je vais quand même t'acheter tes F-35. Tes F-35 dont les États-Unis modulent comme ils le veulent un petit peu le prix, puisqu'on a vu que les Suisses leur ont dit, attendez, dans le contrat qu'on a fait signer avec vous, vous pouviez pas, vous augmentez de 20% le prix, alors que le contrat était très strict, et les Américains répondent, c'est comme ça. Quand on n'est pas souverain, on n'est pas souverain. Et heureusement, effectivement, que le général de Gaulle vous avez montré ses armes de la souveraineté nucléaire. Il a toujours eu peur, le général de Gaulle, puisqu'il avait connu l'abandon de la France par l'Amérique en 1940, eh bien, a voulu avoir une force de frappe, une force de défense indépendante, ne pas dépendre des Américains pour la défense de nos intérêts vitaux. Et hélas, les Européens n'ont pas ça, parce qu'effectivement, De Gaulle a toujours eu peur d'un découplage, en fait, de l'Amérique et de l'Europe. Et c'est pour ça, ça a été souligné vous l'avez souligné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Européens souhaitent le maintien d'armes nucléaires américaines sur le sol européen. Et on peut ajouter le sourire du mari de la crémière, c'est-à-dire la base MAGA de Donald Trump, qui accepte que les États-Unis vendent des armes sans participer directement à cette guerre, parce que c'est un engagement politique. C'est l'effet supplémentaire qu'a obtenu Trump, c'est qu'en fait, quel que soit le résultat de la guerre en Ukraine, si le résultat est défavorable aux intérêts américains, il pourra dire, c'est pas moi, c'est les Européens. Donc en fait, on devient en plus comptable du résultat de cette guerre en Ukraine, les Américains se désengageant complètement du bilan en fait que ça aura. Donc s'ils veulent lâcher l'Ukraine demain, ils peuvent le faire et puis nous refiler le bébé, pour le dire vulgairement, ce qui est déjà en train de se passer, et nous laisser assumer les conséquences diplomatiques.